les nazis ne se doutèrent jamais qu'une parfumeuse cachait des messages chiffrés dans ses flacons. Paris, 1942, le flacon mesurait 8 cm de haut, pesait moins de 100 grammes et portait gravées dans le verre les initiales de la parfumerie Guerlain, parce qu'il s'agissait de l'un des flacons standards qu'Élise Marchand utilisait pour les compositions sur commande qu'elle préparait dans son atelier de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Et, à l'intérieur de ce flacon, sous le bouchon de bakélite noire, sous les 40 millilitres de parfum qui sentaient la rose de mai, le jasmin de Grasse et une base ambrée qu'Élise avait appris à composer auprès de sa maîtresse avant la guerre, il y avait un morceau de papier roulé de l'épaisseur d'une cigarette avec 16 noms écrits au crayon dans une écriture si minuscule qu'il fallait une lumière directe pour la déchiffrer. Et ces 16 noms étaient ceux des 16 agents du réseau Alliance, opérant dans la région parisienne, qui, à cet instant précis, devaient gagner Londres avant que la Gestapo ne mette la main sur eux. Et le flacon se trouvait dans le sac à main d'Élise, posé sur le comptoir de son atelier, à 1,50 m des mains de l'officier du SD entré, sans frapper 10 minutes plus tôt, et qui passait en revue les documents de la boutique, avec la minutie de l'homme qui ne sait pas exactement ce qu'il cherche, mais qui sait qu'il y a quelque chose. Élise avait 34 ans et avait passé la moitié de sa vie à apprendre à créer des odeurs capables de faire ressentir aux gens des choses qu'ils étaient incapables de décrire avec des mots, et l'autre moitié à apprendre à ne jamais laisser paraître ce qu'elle-même ressentait. Et ces deux aptitudes, qui en temps de paix avaient mis sembler complètement distinctes, étaient alors exactement une seule et même chose. Parce que ce dont elle avait besoin en cet instant, c'était d'avoir l'air de ce qu'elle était, une parfumeuse de la rue du Faubourg Saint-Honoré, recevant une inspection administrative de routine, et non de ce qu'elle était aussi, à savoir le nœud de communication le plus important du réseau Alliance dans la partie nord de la ville occupée, la personne qui, depuis 16 mois, faisait passer des messages chiffrés dissimulés à l'intérieur des flacons de parfum qu'elle vendait à ses clientes les plus choisies. Messages qui, durant cette période, avaient contribué à sauver 43 vies et à faire parvenir à Londres des renseignements sur les mouvements de troupes allemandes que les Alliés utiliseraient pour préparer le débarquement, lequel ne se produirait encore que 2 ans plus tard, mais qui, sans ces informations, aurait coûté plus de morts encore qu'il n'en coûterait déjà. Ce qui allait se jouer au cours des 20 minutes suivantes est l'une des histoires les plus extraordinaires de la résistance civile dans la France occupée et l'une des moins connues en dehors des archives déclassifiées du SOUB britannique et des registres militaires de la résistance française. Et voici le récit de la manière dont une femme qui passait sa vie à créer des fragrances invisibles bâtit un système de communication que la Gestapo ne parvint pas à détecter pendant 16 mois d'efforts, et de ce que cela lui coûta, et de ce que cela sauva. Le monde d'avant. Qui était Élise et ce qu'était Paris en 1940. Pour comprendre ce qu'Élise fit, il faut d'abord comprendre ce qu'était une parfumeuse dans le Paris d'avant-guerre et ce que signifiait ce métier dans une ville qui, depuis 2 siècles, était la capitale mondiale du parfum. Car la parfumerie n'était pas, dans le Paris des années 30, une industrie cosmétique, mais quelque chose qui ressemblait davantage à ce que les Anglais auraient appelé un art form, et que les Français appelaient tout simplement la profession, avec tout ce que ce mot portait alors en lui, de savoir-faire artisanal et de transmission directe du maître à l'apprenti. Élise Marchand naquit le 3 novembre 1908 à Grasse, qui était alors et demeure encore aujourd'hui la capitale mondiale des matières premières, de la parfumerie
la ville du sud de la France, où les champs de roses de mai, de jasmin et de lavande produisent depuis le XVIIe siècle les fleurs que l'on distille, que l'on traite et que l'on transforme en absolu que les parfumeurs de Paris, de Londres et de New York utilisent pour créer leurs compositions. Et être né à Grasse signifiait pour Élise exactement la même chose qu'être né à Bordeaux pour un œnologue ou à Modène pour un musicien. Cela voulait dire avoir grandi avec un nez éduqué dès l'enfance par un environnement où l'odeur était le langage naturel et où la capacité de distinguer, de nommer et de mémoriser les senteurs n'était pas un talent particulier, mais simplement ce que tout le monde faisait. Son père travaillait à la distillerie d'essence de la famille Chiris, l'une des plus anciennes de la région, et sa mère avait, dans le jardin derrière la maison, une plate-bande de jasmin qui fleurissait de juin à octobre, et dont Élise dirait des années plus tard que c'était la seule odeur au monde capable d'évoquer simultanément tout ce qu'il y avait eu de bon avant la guerre, avec la précision d'un instrument scientifique. À 16 ans, Élise fut envoyée à Paris pour y faire l'apprentissage qui constituait la voie normale pour toute jeune fille de Grasse ayant du nez et l'ambition de travailler dans la haute parfumerie. Un apprentissage dans l'une des grandes maisons de la ville, en l'occurrence celle de Madame Hortense Vidal, dont l'atelier se trouvait rue du Faubourg Saint-Honoré, et qui était depuis 30 ans l'une des 2 ou 3 parfumeuses indépendantes, les plus respectées de Paris, celles qui créaient des compositions sur commande pour les clientes les plus exigeantes, celles qui pouvaient se permettre de payer pour une fragrance faite spécialement pour elles, plutôt que d'acheter ce qui portait le nom de Chanel ou de Guerlain sur l'étiquette. Madame Vidal enseigna à Élise, pendant 6 ans, tout ce qu'il faut 6 ans pour transmettre. Comment penser une fragrance comme une architecture temporelle, avec une structure de notes de tête, de cœur et de fond, et qui existe dans le temps comme une pièce musicale, se déployant sur la peau selon un ordre calculé, pouvant durer des heures et se modifiant à mesure qu'elle se révèle. Et comment cette architecture doit être construite en fonction de la personne qui va la porter. Car un même parfum ne sent pas la même chose sur chaque peau, selon la température du corps, la composition chimique propre à chacun, ce que l'on mange, ce que l'on boit, et la ville où l'on vit. Et cette complexité était précisément ce qui donnait un sens aux compositions sur commande, et ce qui faisait que les clientes de Madame Vidal revenaient année après année avec la fidélité que l'on réserve aux médecins ou aux tailleurs de toute une vie. Quand Madame Vidal mourut en 1934, Élise hérita de l'atelier, du catalogue de clientes, des fournisseurs de Grasse et de la réputation que la vieille maîtresse avait bâtie en 2 décennies. Et au cours des 6 années suivantes, de 1934 à 1940, elle fit de cet héritage quelque chose de personnel en y ajoutant sa propre sensibilité, plus austère et plus moderne que celle de Madame Vidal, moins portée sur l'orientalisme et les grandes effusions florales, et davantage intéressée par les compositions vertes et aquatiques qui commençaient alors à se frayer un chemin dans la parfumerie française. Elle se constitua une clientèle comprenant des actrices, des écrivaines, les épouses de plusieurs diplomates, la fille d'un ministre, et 2 femmes, dont Élise savait parfaitement qu'elles étaient les maîtresses de 2 hommes puissants, mais qu'elles servaient avec la même discrétion que toutes les autres, parce que la discrétion faisait partie du métier autant que la connaissance des matières. Le Paris qu'Élise connut pendant ces 6 années était une ville à l'apogée de cette phase particulière de la civilisation européenne qu'on ne reconnaît comme un apogée qu'après coup, lorsqu'elle est déjà passée et qu'on peut voir avec exactitude
le moment où son déclin a commencé, mais qui, vu de l'intérieur, se vivait simplement comme la normalité d'une ville qui avait survécu à la Grande Guerre, à la grippe espagnole et à la Grande Dépression, et qui restait malgré tout la ville la plus vivante du monde, avec ses cafés, ses librairies, ses galeries, ses salles de concert, ses modistes, ses parfumeries, le fleuve, les boulevards. Et cette lumière particulière d'octobre sur les toits de zinc qu'Élise apercevait depuis la fenêtre de son atelier et qu'elle ne parvint jamais à décrire à personne avec assez de précision pour que l'on comprenne exactement ce qui se perdait lorsque cette lumière disparaissait sous une autre sorte de lumière. Le 14 juin 1940, les Allemands entrèrent dans Paris, et la ville changea de nature d'une manière qui ne fut pas immédiate, mais graduelle. Et pour cette raison plus troublante encore que si elle avait été un coup unique. Car un coup unique vous donne un point de référence à partir duquel mesurer la distance, alors que la gradualité ne vous donne rien, sinon le sentiment de perdre du terrain sans pouvoir dire à quel moment exact la perte a commencé. Les restrictions arrivèrent d'abord sous forme de règlement et de couvre-feu, puis sous forme de rationnement, puis sous la forme de l'étoile jaune qui commença à apparaître sur les manteaux de personnes qu'Élise connaissait depuis toujours. Et ce processus avait la logique implacable de quelque chose conçu à l'avance, planifié sur des bureaux dans une autre ville avant même d'arriver ici. Et cette planification était précisément ce qui le distinguait du chaos de la guerre conventionnelle, et ce qui le rendait plus difficile à combattre, parce que le chaos a des failles où la résistance individuelle peut s'insérer, alors qu'un système planifié n'a pas de failles. Il n'a que des points où le système lui-même décide qu'il reste encore quelque chose qu'il n'a pas contrôlé. Élise observa ces changements depuis le comptoir de son atelier avec l'attention concentrée de quelqu'un qui comprend que ce qu'il voit est important et qu'il lui faudra s'en souvenir. Et, à un moment ou à un autre de cette première année d'occupation, moment qu'elle-même n'aurait pas été capable de désigner avec précision si on le lui avait demandé, elle prit une décision qui ne fut ni dramatique ni philosophique, mais simplement le constat qu'il y avait une chose qu'elle pouvait faire, qu'elle avait les moyens de faire, et que, si elle ne la faisait pas, elle passerait le reste de sa vie à savoir qu'elle ne l'avait pas faite. L'étincelle. Le premier flacon. La première fois qu'Élise Marchand utilisa l'un de ces flacons pour transporter un message chiffré, ce fut en mars 1942. Et ce ne fut le résultat ni d'un recrutement formel, ni d'une initiative personnelle planifiée, mais d'une chaîne de circonstances qui commença avec une cliente venue à l'atelier un mardi matin pour commander une composition sur mesure, et s'acheva avec Élise, assise seule dans son atelier, après le départ de cette cliente, regardant les flacons vides, alignés sur l'étagère, et réfléchissant au problème avec la même concentration analytique que celle qu'elle mettait à résoudre n'importe quel problème de composition, car c'était la seule manière qu'elle connaissait de penser. La cliente s'appelait Marguerite Saulnier, une femme de 40 ans qui avait été cliente de Madame Vidal avant de devenir celle d'Élise et qui venait à l'atelier 2 ou 3 fois par an pour commander de nouvelles quantités de sa composition habituelle, un parfum vert et poudré au cœur de violette que Madame Vidal avait créé pour elle en 1928 et qu'Élise reproduisait avec assez de fidélité pour que Marguerite continue à revenir, même si ce n'était plus la maîtresse d'autrefois qui le préparait. Ce jour-là, Marguerite avait demandé son réassort comme à l'accoutumée. Mais à la fin de la visite,
alors qu'Élise lui remettait le flacon enveloppé de papier de soie, Marguerite avait dit quelque chose qui ne faisait pas partie du rituel habituel des politesses d'adieu. Quelque chose qu'Élise mit un instant à comprendre, non pas à cause des mots eux-mêmes, mais à cause du ton sur lequel ils avaient été prononcés. Ce ton particulier de quelqu'un qui se prépare depuis longtemps à dire quelque chose, et qui, lorsqu'il finit enfin par le dit de manière à ce que cela paraisse anodin. Parce que si cela paraît anodin, il reste une issue de secours si l'autre ne répond pas comme on l'espérait. Marguerite avait dit, en prenant le flacon, « Il paraît que vous faites des commandes pour l'exportation, que vous les envoyez à des clientes à l'étranger, qu'il est vrai que, d'ici, vos flacons vont jusqu'en Suisse et jusqu'au Portugal. » Élise avait répondu que oui, qu'elle avait une cliente à Lisbonne et 2 ou 3 à Genève, que les restrictions de l'occupation avaient compliqué les exportations, mais qu'elles restaient possibles avec les autorisations nécessaires. Et Marguerite avait repris, sans changer de ton, « Comme c'est pratique que ces flacons doivent être inspectés et que les inspecteurs ne puissent pas les ouvrir sans gâcher le parfum. Cela doit en faire des objets très sûrs pour transporter des choses qui ne doivent pas se casser. » Puis, elle était partie. Élise resta un moment, sans savoir combien de temps exactement, avec en main le flacon vide de démonstration, à penser à ce que Marguerite avait dit, à ce qu'elle avait voulu dire par là, et à ce que cela signifierait si ce qu'elle avait voulu dire était bien ce qu'Élise croyait. Puis, elle reposa le flacon sur l'étagère, alla fermer la porte de l'atelier, s'assit sur le tabouret derrière le comptoir et demeura immobile, plusieurs minutes, à regarder les flacons alignés devant elle avec une attention différente de celle avec laquelle elle les avait toujours regardés. Les flacons étaient des contenants conçus pour enfermer et transporter des matières volatiles avec précision et discrétion. Telle était leur fonction. Et la fonction de transporter quelque chose avec précision et discrétion ne changeait pas selon la nature de ce que l'on transportait. Seul le contenu changeait. Et dans ce cas, le contenu était de l'information au lieu d'être une fragrance. Mais le problème technique du conditionnement et du transport restait le même. Et Élise connaissait mieux que quiconque ce problème technique, parce qu'elle passait depuis 20 ans son temps à le résoudre. Et si quelqu'un avait pensé qu'elle pouvait en résoudre une autre version, c'est qu'il y avait quelqu'un qui la connaissait assez bien pour savoir qu'elle le pouvait, et qui avait eu raison de le penser, et qui avait calculé que si on le lui demandait de la bonne manière, de manière à laisser une sortie possible, au cas où la réponse serait non, elle dirait oui. Cet après-midi-là, Élise ouvrit le carnet dans lequel elle notait commandes et compositions. Et, au bas de la dernière entrée du jour, elle écrivit une note qui n'était ni l'une ni l'autre, une note qui n'était que le commencement d'un système qui n'existait pas encore, mais qui existerait dès qu'Élise aurait résolu les 3 problèmes techniques qu'elle distinguait déjà. Le premier était le papier. Il devait être assez fin pour être roulé jusqu'à l'épaisseur d'une tige de fleurs et suffisamment résistant pour ne pas se désagréger au contact de l'alcool du parfum. Et Élise savait exactement quel papier convenait, parce qu'elle utilisait, pour les étiquettes intérieures de ses compositions d'exportation, un papier de soie japonais qui possédait précisément les propriétés requises. Le deuxième était l'encre. Elle devait résister à l'alcool tout en restant lisible à une échelle microscopique. Ce problème, elle le résolut en utilisant le crayon de graphite le plus fin de l'atelier, celui dont elle se servait pour noter les formules sur ses fiches de composition, parce que le graphite ne se dissout pas dans l'alcool
et permet d'écrire avec un trait d'un demi-millimètre quand la mine est bien taillée. Le troisième problème était la position du papier à l'intérieur du flacon. Il devait se trouver dans l'espace entre le liquide et le bouchon, mais sans contact direct avec l'alcool, afin que le message reste lisible à l'arrivée. Ce problème, elle le résolut grâce à un système de double chambre impliquant une modification minime du flacon standard, modification qu'aucune personne ne l'aurait remarquée, même en le tenant entre ses mains, si elle n'avait pas su exactement quoi chercher. Il lui fallut 2 semaines pour mettre le système au point, puis 1 semaine de plus pour en informer Marguerite, qui, 2 jours plus tard, revint à l'atelier sous prétexte d'une commande de composition et repartit avec un flacon contenant, sous les 40 millilitres de parfum à la violette, les 10 premiers noms d'une liste qui mettrait 7 jours à parvenir à Lisbonne, puis 4 de plus à gagner Londres. Et Élise ne savait pas exactement ce que signifiaient ces noms, ni à quoi ils servaient. Mais elle avait décidé qu'elle n'avait pas besoin de le savoir. Ce qu'elle devait savoir, c'était bien accomplir la part qui lui revenait, et le reste relevait du travail des autres. Telle était la logique d'Élise, qui n'était pas celle de l'héroïsme, mais celle de l'artisane, celle qui consiste à décomposer tout problème complexe en ses éléments, à résoudre chacun d'eux avec la meilleure technique disponible, et à faire confiance à l'ensemble pour fonctionner. Le système, l'alchimie du secret. Ce qu'Élise construisit au cours des 16 mois suivants ne fut pas un système d'espionnage au sens des manuels du SOE, ni un réseau de communication au sens technique où les officiers alliés du renseignement l'auraient reconnu, mais quelque chose qui ressemblait davantage à ce que, dans le monde de la parfumerie, on appelle une formule mère, la composition centrale à partir de laquelle toutes les variations deviennent possibles et qui contient en elle-même la logique de toutes les décisions à venir. L'élément central du système était l'alibi de normalité que lui procurait naturellement son commerce, sans qu'il soit nécessaire de le fabriquer artificiellement, car une parfumeuse haut de gamme dans le Paris occupé était exactement le type de professionnel que la nouvelle administration allemande avait des raisons de tolérer, voire de favoriser, parce que le parfum français figurait parmi les actifs d'exportation les plus précieux dont les Allemands avaient hérité en occupant le pays. Et maintenir en activité les industries de luxe parisiennes faisait partie de la politique économique de l'occupation, de telle sorte que des commerces comme celui d'Élise bénéficiaient d'une protection indirecte dont d'autres ne jouissaient pas. Officiers allemands de haut rang achetèrent du parfum à Paris pour l'emporter à leurs femmes à Berlin ou à Munich, et les épouses des officiers achetaient du parfum à Paris pour leurs mères et leurs sœurs. Cette demande créait un flux constant de flacons quittant Paris vers des adresses en Allemagne ou dans les territoires occupés, flux parfaitement légitime, parfaitement documenté et parfaitement invisible à tout inspecteur qui consultait la liste des expéditions de la semaine. Sur cet alibi, Élise avait bâti une seconde couche de protection. La réputation de son atelier, connue depuis déjà 2 décennies, comme le lieu où la discrétion était une condition du service aussi essentielle que la qualité des matières premières. Car les clientes qui commandaient des compositions personnalisées exigeaient aussi la confidentialité quant à ce qu'elles commandaient et quant aux noms figurant dans les registres de l'atelier, ce qui signifiait qu'Élise avait une raison professionnelle parfaitement établie de ne montrer ses carnets de clientes à personne. Et cette raison, les officiers chargés des inspections qui passaient parfois dans les commerces du quartier la comprenaient immédiatement, parce qu'ils vivaient dans une société où l'idée que les femmes eussent des secrets dans leurs flacons et leurs poudriers paraissait si naturelle qu'elle n'éveillait pas le soupçon. Elle le désamorçait.
Le troisième élément du système était le réseau de distribution qu'Élise avait construit à partir de ses relations commerciales d'avant-guerre avec les messageries et les services de transport qui acheminaient ses expéditions d'exportation vers la Suisse et le Portugal. Ces relations dataient d'avant la guerre, figuraient dans les registres officiels et n'avaient besoin d'aucune modification pour devenir des canaux de communication chiffrés, parce que c'était déjà exactement ce qu'elles étaient, des voies permettant de transporter des matières précieuses d'un point à un autre sans altérer leur contenu. La seule différence, c'est que le contenu le plus précieux n'était désormais plus le parfum, mais le papier caché dans le parfum. Mais la partie la plus importante du système, celle qu'Élise considérait comme la plus difficile à formuler et aussi la plus essentielle, n'était pas technique, mais humaine. Il s'agissait du relevé exact de ce que chaque cliente savait, du canal par lequel elle était arrivée jusqu'à elle, de ce qu'elle avait transporté, et vers où, parce qu'un réseau de communication est aussi sûr que le maillon le plus fragile du savoir détenu par chacun de ses nœuds. Et le principe qu'Élise appliquait était que chaque personne participant au système ne devait savoir que ce qui lui était indispensable pour accomplir sa part, et rien de plus. Cela signifiait que la chute de n'importe quel nœud individuel compromettait pas l'ensemble, mais seulement ce nœud et les deux nœuds adjacents. C'était exactement le même principe de compartimentation que les parfumeurs appliquent à leurs formules maîtresses pour les protéger du plagiat. Personne ne doit connaître la formule complète, mais seulement la partie dont il a besoin pour faire son travail. Élise gardait le registre complet du système dans sa tête et nulle part ailleurs. C'était à la fois sa plus grande force et sa plus grande vulnérabilité, car si Élise tombait, le système tombait avec elle. Mais tant qu'Élise ne tombait pas, le système demeurait impénétrable de l'extérieur, parce qu'il n'existait aucun papier qui le décrivît, et aucune personne qui le connût entièrement, excepté elle. Le réseau Alliance, avec lequel Élise travaillait par l'intermédiaire de Marguerite, était, en 1942, l'un des plus vastes réseaux de renseignement de la France occupé, avec des agents dans toute la zone nord, dans la zone sud, et des connexions avec le SOE britannique, ainsi qu'avec les services de renseignement polonais en exil à Londres. Et les informations produites par ce réseau étaient de la nature la plus précieuse qui fut pour les planificateurs alliés. Observation directe de mouvements de troupes, identification de positions d'artillerie, horaires de trains militaires, capacité de production des usines que les Allemands avaient reconverties pour l'effort de guerre. Ces informations arrivaient jusqu'à Élise sous la forme de noms, de chiffres et de codes que ses contacts lui transmettaient lors de leurs visites à l'atelier, glissés dans des conversations sur des compositions sur commande, avec le naturel de ceux qui se sont longtemps entraînés à paraître naturels. Et elle les transformait en morceaux de papier microscopiques, dissimulés dans des flacons qui partaient vers Lisbonne et Genève sous l'étiquette extérieure de la parfumerie Marchand. En 16 mois d'activité, le système d'Élise transmit des renseignements sur 43 agents ayant besoin d'une couverture ou d'une évacuation, sur 16 positions d'artillerie sur la côte normande que les planificateurs du débarquement devaient vous connaître, et sur les horaires des trains de ravitaillement approvisionnant les divisions allemandes stationnées dans le nord de la France, information que les bombardiers alliés utilisèrent à 3 reprises distinctes durant l'automne 1942 et l'hiver 1943 pour interrompre ces lignes de ravitaillement. Les clientes, les femmes qui sentaient la résistance. Parmi les 27 femmes qui prirent part au système d'Élise entre mars 1942 et août 1943, certaines savaient exactement ce qu'elles faisaient, et d'autres
savait seulement qu'elle transportait quelque chose d'un point à un autre, sans avoir besoin de savoir quoi ni pourquoi. Parce qu'Élise avait construit le système de telle sorte que le niveau de connaissance de chacune fut ajusté à sa fonction et à sa capacité à garder ce savoir intact sous la pression. Marguerite Saulnier, celle qui avait établi le premier contact, était la seule à connaître la mécanique complète du système, du premier au dernier maillon. Et cette décision d'Élise, de partager ce niveau de connaissance avec une seule personne, ne relevait pas de la confiance, mais de la logique. Quelqu'un devait connaître le système dans son ensemble afin de pouvoir le reconstruire si Élise tombait. Et Marguerite était la personne qui avait montré qu'elle était capable de penser en termes de système et non d'actes isolés, ce qui est exactement la différence entre quelqu'un qui peut être un élément d'un réseau et quelqu'un qui peut être le réseau lui-même. On trouve dans les archives déclassifiées un récit que Marguerite fit des années plus tard dans un entretien avec des historiens de la Résistance et qui illustre mieux que n'importe quelle description abstraite la manière dont le système fonctionnait dans la pratique et comment celle qui y participait avait appris à vivre avec le degré de tension que cela impliquait. À l'automne 1942, Marguerite devait transporter un flacon depuis l'atelier d'Élise jusqu'à un point de remise dans le quartier de Montparnasse, soit une vingtaine de minutes de trajet en métro. En descendant sur le quai, elle se retrouva face à un contrôle d'identité improvisé que le SD avait installé ce matin-là à la recherche d'un agent précis dont ils avaient la description physique. Marguerite franchit le contrôle sans difficulté parce que ses papiers étaient en règle et qu'une femme bien habillée avec un flacon de parfum dans son sac correspondait parfaitement au profil des femmes que les inspecteurs voyaient passer chaque jour et qui ne représentèrent de danger pour personne. Mais pendant qu'elle attendait son tour, dans la file, avec le flacon dans son sac et les 16 noms du mois dans le flacon, elle avait eu le calme d'esprit de penser à l'odeur qu'elle demanderait à Élise pour la semaine suivante, ce qui était exactement ce à quoi elle aurait pensé. De toute façon, s'il n'y avait eu aucun flacon dans son sac. Et cette capacité à maintenir sa pensée dans l'ordinaire pendant que l'extraordinaire se déroule autour de soi était précisément la qualité qu'Élise recherchait chez les personnes qu'elle choisissait pour le système. Il y avait aussi une autre femme, que les archives n'identifient que par son initiale, M, employée d'une société d'import-export ayant des bureaux à Lisbonne et dont la fonction dans le système consistait à recevoir les flacons au Portugal, à en extraire les messages et à les faire suivre vers Londres par une voie qu'Élise ne connaissait pas et n'avait pas besoin de connaître. Élise ne connut jamais le nom complet, ni le visage de cette femme, parce qu'elle ne la rencontra jamais en personne, mais seulement à travers les accusés de réception qui revenaient à Paris sous la forme d'une commande de réassort avec un chiffre particulier dans la quantité demandée, lequel constituait le code confirmant que le message était arrivé intact. Le cas le plus difficile de toute la période, celui qu'Élise documenta dans ses propres notes, lesquels survécurent à la guerre, cachés à l'intérieur d'un flacon vide enterré dans le jardin de sa mère à Grasse, fut celui d'une livraison qui dut être effectuée dans des conditions entièrement en dehors du protocole établi, parce que le canal habituel avait été compromis et qu'un agent avait besoin d'une couverture immédiate, non la semaine suivante, mais dans les 48 heures. Cela signifiait que le flacon contenant son identité et son itinéraire d'exfiltration devait parvenir entre les mains d'un contact à Lyon au Nopab, lieu de suivre la voie habituelle vers Lisbonne. Élise n'avait pas de passeuse établie pour Lyon, parce que Lyon était une autre ville, avec un autre réseau et d'autres protocoles
qu'elle ne contrôlait pas. Et la solution qu'elle trouva fut exactement celle qu'une parfumeuse aurait trouvée lorsque le circuit habituel de distribution d'une commande fait défaut. Utiliser le circuit de distribution d'une autre maison de parfumerie, en l'occurrence celle d'une collègue de Grasse qui avait une cliente régulière à Lyon et qui ignorait que l'envoi qu'elle transporterait cette semaine-là contenait autre chose que le parfum commandé. Car Élise avait pris la décision que, pour cette opération précise, le moindre risque global consistait à se servir de quelqu'un qui ne savait rien plutôt que de quelqu'un qui savait quelque chose. Et c'était exactement le genre de décision que l'on prend en silence et qu'on ne peut expliquer à la personne qui transporte l'objet sans compromettre tout ce que cette décision cherche à protéger. L'agent arriva à l'adresse sûre de Lyon 44 heures après qu'Élise eut scellé le flacon. Et Élise sut qu'il était arrivé grâce à la commande de Réassort qui revint 10 jours plus tard avec le numéro de confirmation dans la quantité. Elle écrivit ce soir-là dans ses notes que c'était la première fois qu'elle avait utilisé quelqu'un à son insu et qu'elle espérait que ce serait la dernière, parce que c'était la seule décision qu'elle eût prise en 16 mois qui ne lui paraissait pas parfaitement nette, ce qui constituait une remarque sur l'éthique en temps de guerre que sa maîtresse, Madame Vidal, aurait reconnue à sa formulation, la formulation d'une artisane pour qui la pureté du processus a une importance allant au-delà de l'efficacité du résultat. L'inspection. Le jour où l'officier est arrivé. L'officier du SD qui entra dans l'atelier d'Élise sans frapper, en septembre 1942, s'appelait Hauptsturmführer Werner Brandt. Et ce n'était pas le genre d'inspecteur qui se présente à l'improviste parce qu'il n'a rien de mieux à faire, mais le genre qui arrive sans prévenir, parce qu'il a reçu des informations assez précises pour éveiller le soupçon, mais trop imprécises pour justifier une intervention ouverte. Et c'était la situation la plus dangereuse possible pour Élise, parce qu'un inspecteur qui ne sait pas exactement ce qu'il cherche regarde tout avec attention, tandis qu'un inspecteur qui sait ce qu'il cherche ne regarde que cela et néglige le reste. Brandt était venu à la suite d'une dénonciation anonyme, comme commençaient la plupart des enquêtes du SD dans le Paris de 1942, parce que l'occupation avait créé dans la ville une économie de la délation, où la peur, le ressentiment et l'avidité se mêlaient dans des proportions variables, selon les dénonciateurs, mais produisaient le même résultat, un flux constant d'informations vers le SD, dont la plupart étaient fausses ou imprécises, mais qui, de temps à autre, se révélaient exactes, et qu'il fallait donc toutes examiner, puisqu'il n'existait aucun moyen de savoir d'avance lesquels étaient lesquels. La dénonciation reçue au sujet de l'atelier d'Élise était vague. Elle affirmait que la parfumeuse effectuait davantage d'envois à l'étranger que ne le justifiait son volume d'affaires, et que ses clientes comprenaient des femmes ayant des liens connus avec des organisations suspectes. C'était le genre d'information qui pouvait vouloir tout dire ou ne rien dire du tout, mais suffisait à justifier une visite. Brandt arriva un mardi matin à 11 heures, à l'heure où l'atelier comptait d'ordinaire 2 ou 3 clientes en attente. Il entra avec la démarche d'un homme qui pénètre quelque part sans se demander s'il en a le droit, parce qu'il est certain d'avoir le droit d'entrer partout où il le décide. Élise comprit immédiatement ce qu'il était, parce qu'elle entraînait depuis 1 an et demi sa perception à reconnaître exactement cela. Et ce qu'elle fit durant la seconde qu'elle eut avant que Brandt n'atteigne le comptoir fut la même chose que si elle avait eu 1 heure. Laisser son visage retomber à ce niveau de neutralité absolue qui était celui à partir duquel commençait toute
interaction de service avec une cliente inconnue. Le flacon contenant les noms du mois se trouvait dans son sac, posé sur la chaise derrière le comptoir, à 1,50 m des mains de Brandt, quand il arriva devant elle, lui montra ses papiers et lui dit qu'il s'agissait d'une inspection de routine de la documentation commerciale et qu'il devait voir les registres des expéditions à l'étranger des 6 derniers mois. Élise répondit que bien sûr, qu'il se trouvait dans les archives et que si l'officier voulait bien s'asseoir sur la chaise des clientes, elle allait chercher les documents. Et elle désigna la chaise de l'autre côté du comptoir, à l'autre extrémité de la pièce, aussi loin du sac que possible. Brandt s'assit sur la chaise des clientes. Élise alla aux archives, installées dans l'arrière-boutique, la pièce où elle préparait ses compositions, où elle gardait ses matières premières, et où, sur l'étagère supérieure à gauche, se trouvait une série de flacons numérotés qui étaient les compositions en cours des semaines précédentes, dont certains ne contenaient que de la fragrance, et d'autres de la fragrance et du papier. Et, tandis qu'elle cherchait les registres d'expédition demandés par Brandt, elle consacra les 30 premières secondes exactement à ce qu'elle était censée faire, c'est-à-dire chercher les registres, et les 30 secondes suivantes à faire quelque chose que Brandt ne pouvait pas voir depuis l'endroit où il se trouvait. Déplacer 3 flacons de l'étagère du haut vers celle du bas, sans produire aucun autre bruit que celui d'une personne fouillant dans des papiers d'archives. Ce qui était précisément le bruit qu'elle faisait. Elle revint au comptoir avec les registres qui étaient parfaitement en ordre et impeccablement documentés, avec les autorisations d'exportation correspondantes, les factures d'expédition et les accusés de réception des destinataires. Car Élise avait compris, dès le commencement, que la meilleure protection pour le système consistait à ce que tout ce qui entourait le système fût d'une exactitude irréprochable, qu'il n'y eût aucune faiblesse dans l'alibi de normalité, et que tout inspecteur arrivant avec des soupçons trouve exactement ce qu'il devait trouver. Une maison parfaitement tenue, avec une documentation parfaite. Et Brandt examina les registres pendant 20 minutes avec l'attention minutieuse d'un homme qui cherche une discordance précise entre ce qu'il a sous les yeux et ce qu'on lui a dit qu'il devrait trouver. Et il n'en trouva aucune, parce qu'il n'y en avait aucune. À un moment ou à un autre de ces 20 minutes, Brandt leva les yeux de ses papiers, regarda l'arrière-boutique par la porte ouverte et demanda ce qu'il y avait dans les flacons sur l'étagère. Élise répondit avec la même voix qu'elle aurait employée pour une cliente posant la même question. Que c'étaient des compositions en cours, que ceux qui avaient un bouchon bleu contenaient une base alcoolique pour parfum, et ceux qui avaient un bouchon rouge, une base pour eau de toilette. Et elle indiqua cette distinction du geste naturel de quelqu'un qui explique une chose si ordinaire qu'elle ne mérite presque pas d'explication. Brandt regarda les flacons un instant depuis sa chaise, puis se replongea dans les papiers. Les flacons contenant les messages étaient sur l'étagère du bas, avec des bouchons rouges. Les flacons à bouchon bleu, sur l'étagère du haut, ne contenaient que de la fragrance. Brandt termina l'inspection, rendit les documents, se leva, jeta un dernier regard circulaire dans l'atelier avec l'attention d'un homme qui vérifie qu'il n'a rien oublié d'observer. Puis s'en alla. Élise attendit que le bruit de ses pas disparût dans l'escalier, alla jusqu'à la porte de l'atelier, jeta un coup d'œil dans le couloir pour s'assurer qu'il était vide, retourna dans l'arrière-boutique, remit les flacons de l'étagère du bas sur celle du haut, revint au comptoir, ouvrit le registre des commandes à la page du jour et inscrivit la commande de la cliente de 11 heures
avec l'écriture nette et régulière qu'elle utilisait pour toutes les commandes, parce que 3 clientes attendaient dans la salle, et que l'une d'elles venait précisément de demander où en était la composition à la rose de mai qu'Élise développait depuis 3 semaines et qui était presque prête. Ce que le parfum a laissé derrière lui. Le système d'Élise Marchand fonctionna jusqu'en août 1943, lorsque le réseau Alliance fut infiltré par le SD au cours d'une opération qui détruisit une grande partie de sa structure dans la zone nord et entraîna l'arrestation de 132 de ses agents, dont 96 furent déportés et 57 moururent dans les camps ou furent exécutés avant la libération. Marguerite Saulnier fut arrêtée le 14 août 1943 et déportée à Ravensbrück, où elle survécut, d'où elle revint en mai 1945, la tête rasée et avec 18 kilos de moins que le jour où elle était entrée pour la première fois dans l'atelier d'Élise pour commander sa composition à la violette. Et elle ne porta plus jamais de parfum après la guerre, parce que l'odeur de n'importe quelle fragrance lui ramenait en même temps les deux choses qu'elle refusait de laisser coexister dans un même instant. Le souvenir de ce qu'elle avait fait et le souvenir de ce que cela lui avait coûté, et elle était incapable de les dissocier. Élise, elle, ne fut pas arrêtée, parce que lorsque le réseau s'effondra, elle avait déjà reçu le signal d'urgence lui indiquant que la filière était compromise et qu'elle devait suspendre immédiatement toute activité. Ce signal lui parvint sous la forme d'une commande de réassort dont le nombre indiqué ne correspondait à aucun code de confirmation ordinaire, mais au code d'urgence que seule Marguerite connaissait et qu'elle avait réussi à faire envoyer depuis l'endroit où elle était détenue par l'intermédiaire d'un gardien qu'elle avait soudoyé avec quelque chose qui, dans cette situation, valait davantage que de l'argent. La promesse que si le réseau tombait sans que son nom apparût dans aucun interrogatoire, le nom de ce gardien n'apparaîtrait dans aucun registre de la résistance. Une négociation que Marguerite avait menée avec ce sang-froid particulier des personnes qui ont appris à penser en termes de système, même quand le système est en train de les broyer. Élise survécut à la guerre à Paris, en continuant à travailler dans l'atelier, qui resta ouvert jusqu'à la libération, sans reprendre aucune activité au sein du réseau, parce qu'il n'y avait plus de réseau auquel revenir, mais en maintenant l'atelier dans ce qu'il avait toujours été, et ce qu'il continuerait d'être après. Simplement un lieu où l'on créait des fragrances pour des femmes qui voulaient sentir quelque chose, qui les décrivent mieux qu'elles n'étaient capables de se décrire elles-mêmes. Ce qui était la définition même qu'Élise donnait de son travail lorsque quelqu'un lui demandait ce qu'elle faisait. Dans les semaines qui suivirent la libération, à l'automne 1944, les enquêteurs chargés de documenter l'activité de la résistance à Paris se présentèrent à l'atelier de la rue du Faubourg et demandèrent à Élise ce qu'elle savait du réseau Alliance et du système de communication qui, selon certains témoignages, avait fonctionné depuis cet atelier pendant plus d'1 an. Et Élise leur décrivit le système avec la même précision technique que celle avec laquelle elle aurait décrit la formule d'une composition sur mesure, sans emphase et sans dramatisation, avec le vocabulaire de l'artisane qui explique un processus qu'elle maîtrise entièrement et qui considère que le véritable mérite réside dans la technique et non dans la personne qui l'applique. Les enquêteurs lui demandèrent si elle avait eu peur et Élise répondit que oui, qu'elle avait eu peur constamment pendant 16 mois, que la peur avait été la condition permanente dans laquelle elle avait vécu pendant cette année et demie et qu'il ne lui paraissait utile à personne de mentir à ce sujet.
mais que la peur et la paralysie sont deux choses différentes, et que ce qu'elle avait appris en 20 ans de métier, c'était que, lorsque l'on se trouve au milieu d'un processus technique que l'on sait savoir faire, ce processus occupe l'espace que la peur occuperait autrement. Non qu'il la supprime, mais il la déplace, et que c'était cela qu'elle avait fait. Continuer à faire ce qu'elle savait faire et laisser le processus occuper l'espace. Les enquêteurs consignèrent ces paroles et les versèrent aux archives du ministère de la Guerre, où elles restèrent pendant des décennies avant qu'un historien ne vienne les lire. Élise reçut la médaille de la Résistance lors d'une cérémonie en 1946, à laquelle elle se rendit, d'où elle rentra, et dont elle ne parla jamais à personne, sauf pour dire que cela avait été une cérémonie fort longue et que les discours avaient été trop grandiloquents pour quelque chose qui, au fond, avait été assez simple. Élise Marchand mourut en 1987 dans son appartement de la rue du Faubourg, à 78 ans, alors que l'atelier était toujours ouvert, 3 étages plus bas, sous le nom de Parfumerie Marchand, tenu depuis 20 ans par les 2 jeunes femmes qu'elle avait formées selon la même méthode que Madame Vidal l'avait formée elle-même, de maîtresse à apprenti, de nez à nez, avec le même carnet de formules, la même étagère de flacons, et le même principe selon lequel une fragrance est une architecture temporelle qui existe dans le temps, qui change en se déployant, et qui, si elle est bien construite, dit quelque chose de la personne qui la porte qu'elle n'aurait pas su dire autrement. Dans le jardin de la maison de sa mère à Grasse, qui tenait encore debout bien que la mère fût morte depuis 20 ans, les ouvriers qui réaménagèrent le jardin en 1989 trouvèrent enterré, sous la plate-bande de jasmin, dans une boîte métallique qui avait conservé son contenu parfaitement sec, une série de flacons en verre numérotés portant sur l'étiquette la signature de la parfumerie Marchand. Et, à l'intérieur de ces flacons, sous les restes de fragrances que le temps avait transformées en quelque chose d'à peine reconnaissable, comme du parfum, il y avait de petits rouleaux de papier de soie japonais couverts d'une écriture au graphite si fine qu'il fallait une loupe pour la lire. Et sur ces rouleaux, il y avait des noms, des chiffres et des dates que les historiens qui les étudièrent identifièrent comme les notes opérationnelles du système de communication du réseau Alliance dans le nord de Paris entre 1942 et 1943. Le seul registre matériel ayant survécu d'un système qui avait fonctionné 16 mois sans laisser aucune autre trace, conservé par la personne qui l'avait créé à l'intérieur de la seule chose qu'elle savait créer, ce qu'il avait toujours été, et ce que personne n'avait pu voir qu'il était aussi, l'endroit le plus sûr du monde pour quelque chose qui ne devait pas être vu.